Salam alaikum wa rahmatullah, salut tout le monde, ravi de vous rencontrer encore une fois dans une nouvelle séance de soutien qui s'adresse aux élèves de la deuxième année baccalauréat sciences et technologies électriques. Alors aujourd'hui on va voir une application pour la mesure de la vitesse des vents. Alors pour cela, donc on va faire une étude sur la fonction acquérir de l'unité ATC, Voilà. Alors, on vous rappelle les compétences visées. 1, c'est énoncer le principe d'acquisition, de conditionnement et de données. 2, c'est mettre en œuvre un bloc d'acquisition des données. Donc, la formation qu'on veut acquérir pour cette application, c'est la vitesse du vent. Alors, voilà le schéma fonctionnel du dispositif pour l'acquisition de la vitesse du vent. Il s'agit bien sûr d'un capteur de vent, un anémomètre, qui peut être employé ou bien utilisé pour différents systèmes, par exemple le store, ou bien n'importe quelle salle couverte, ou bien les éoliens, et ainsi de suite. Alors, le schéma fonctionnel se compose d'un disque à trous avec un arbre, ou bien un rotor, un détecteur phototransistor, un bloc pour la mise en forme, un bloc pour la génération des impulsions calibrées, et un bloc pour le filtrage et un bloc pour l'affichage. Alors, dans cette séance, on va s'intéresser sur cette partie, c'est-à-dire le capteur optique. Ça y est. Alors, on vous donne le principe de fonctionnement de ce capteur, ou bien la technologie utilisée pour ce capteur, qui se base sur l'effet optique, bien sûr. Alors, le rotor tourne sous l'action du vent à une fréquence de rotation notée N. Donc, N, c'est la fréquence de rotation du rotor. Alors, le rotor, voilà. Alors, l'axe du rotor est solidaire d'un disque percé de 2 trous. Voilà les 2 trous. Le phototransistor, c'est le bloc pour la détection, détecte le signal lumineux produit par le passage d'un trou devant le faisceau. Donc le faisceau lumineux peut provenir par exemple d'une LED ou n'importe quelle source lumineuse. Voilà. Alors, partie 1, l'étude du capteur. Le constructeur du capteur indique que la relation entre la vitesse du vent, V, donc V c'est la vitesse du vent, qu'on veut mesurer, en kilomètres par heure, et la fréquence de rotation du disque, N, qui est en tours par seconde. Alors, voilà l'équation. Donc, V égale à 3 plus 7,308 N. Alors, la vitesse du vent maximale admissible, Vmax, est de 180 km par heure. La première question, c'est de déterminer la fréquence de rotation maximale du disque, c'est-à-dire Nmax. Donc, on veut déterminer la fréquence de rotation maximale du disque. Voilà, allons-y. Donc, je vous conseille tout d'abord... d'avant voir la réponse, de faire une pause et essayer de chercher la solution. Puis, vous pouvez continuer pour voir la réponse. Voilà. Donc, la première question, déterminant Nmax. Voilà. On a, donc d'après le constructeur, ou bien d'après les données d'exercice, on a l'équation suivante. V égale
3 plus, bien sûr, 7,308. N. Alors, N max correspond bien sûr à V max. Sachant que V max, d'après les données, c'est égal à 180 km par heure. Voilà. Donc, V max, d'après ces deux données, V max égale 3 plus 7,308 N max. Voilà. Donc, il suffit maintenant de faire l'application numérique. Avant ça, on veut tirer l'expression littérale de N max. Donc, N max égale, alors, calcul très simple. Donc, c'est V max moins 3 divisé par 7,308. Application numérique. N max égale, donc V max est égal à 180 moins 3 divisé par 7,308. D'où, après tout calcul fait, d'où N max égale 24,2 tours par seconde. N'oubliez pas les unités. C'est très important le jour de l'examen national. Donc voilà. Donc ça, c'est la réponse de la première question. On passe maintenant à la deuxième question, qu'il s'agit de déterminer la vitesse minimale du vent, c'est-à-dire Vmin, que peut détecter le capteur. Donc on veut déterminer la vitesse minimale du vent, que peut détecter le capteur. Allons-y. Donc, question 2. Voilà. Déterminons V min. Voilà. Donc, on utilise toujours les mêmes équations, c'est là. Donc, V min qui correspond à N min égale 3 plus 7,308 N min. Voilà. Avec N min, à quoi est égal N min? Bien sûr, N min, c'est la vitesse minimale du rotor. C'est-à-dire que lorsque le rotor elle est en arrêt, pas de rotation. Donc pas de rotation, pas de fréquence de rotation, c'est-à-dire N min est égal à 0 tours par seconde. Voilà. On n'aura pas de rotation du rotor. Voilà. Donc N min est égal à 0. Donc c'est-à-dire que V min égale à 3 plus 7,308 fois 0, c'est-à-dire donc on aura 3. Donc c'est 3 km. N'oubliez pas les unités, donc km par heure. Et j'encadre les résultats. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième question. V min. Très bien. Voilà. Donc maintenant, on passe au deuxième bloc, c'est le bloc de la détection et la mise en forme. Voilà. Alors, les tensions d'alimentation de l'amplificateur sont 0 volts et 15 volts. Et on donne les résistances R1, R2 et RTH. C'est-à-dire R Thévenin, c'est le générateur de Thévenin. E Thévenin égale à 7,5. Alors,
Le transistor ou bien le phototransistor détecte la lumière lorsque un trou est en face du faisceau lumineux, le trou du disque solidaire à l'axe. Alors le phototransistor est considéré comme un interrupteur parfait. Voilà, on vous rappelle bien, ça doit être connu par tout le monde. En absence de la lumière, le phototransistor est bloqué. Donc, il est considéré comme un interrupteur ouvert. Donc, ça, c'est un rappel. En absence de la lumière, le phototransistor est saturé. Donc, il est considéré comme un interrupteur fermé. Voilà. Donc, question numéro 3. Donnez la valeur de la tension UC aux bornes, bien sûr, de transistor pour les deux modes de fonctionnement du phototransistor. Les deux modes, ce sont le mode où le transistor il est bloqué et l'autre, c'est le cas où il est saturé. Question 3. Déterminons la tension UC aux bornes du transistor T. Alors, on commence par le mode 1. C'est le mode où le transistor T est, par exemple, saturé. Voilà. Saturé. Donc, cela veut dire T saturé, c'est-à-dire que T se comporte comme un interrupteur fermé. Comme un interrupteur fermé. Donc, on aura un interrupteur T, il est comme un interrupteur fermé. Interrupteur fermé, quelle est la tension borne d'un interrupteur fermé? Bien sûr, c'est nul. Donc, UC égale 0. Voilà. Et maintenant, le deuxième mode, c'est le cas où T il est bloqué. Donc, T bloqué, cela veut dire que maintenant, interrupteur, comment il est? Il est ouvert. Se comporte comme un interrupteur ouvert. Et à quoi est égale la tension borne d'un interrupteur ouvert? Attention, n'essayez pas de répondre comme ça rapidement. Il faut appliquer les théorèmes et les lois fondamentales d'électricité. Voilà, revenons à notre exemple. Donc, on peut remplacer le transistor par un interrupteur ouvert. Donc, à quoi est égal UC? On va appliquer loi des branches. Loi des branches, cas exceptionnel des lois d'émail. Donc, loi des branches donne donc loi des branches. Donc, voilà la tension VCC. Donc, la tension VCC, à quoi est égale? C'est la tension UC en question, plus la tension UR1 au bord de la résistance R1. Donc, on aura VCC égale à UC plus la tension UR1. Voilà, UR1, on applique loi d'Ohm. Donc, c'est R1 fois le courant I1, bien sûr. Plus R1 I1. Voilà. Alors, l'interrupteur ouvert, ça veut dire que le courant I1 est égal à 0. Donc, on remplace I1 par 0. Donc, VCC égale à UC plus R1 fois 0. Donc, ce terme nul. Donc, on aura d'où UCC égale à VCC, pardon. Application numérique, UCC égale, donc VCC à quoi est égal? C'est 15 volts. Donc, UCC égale 15 volts. Voilà. Donc, lorsque T est saturé, UC égale à 0. Et lorsque T il est bloqué, voilà, bloqué, saturé. Lorsque T il est bloqué, donc UC égale à 15 volts. Passons maintenant à la question suivante. Calculer le courant I1 qui traverse la résistance R1
lorsque le transistor est saturé. C'est-à-dire, on revient à ce cas-là. Donc, question 4. Calculons le courant I1 lorsque T est saturé. Voilà. Donc on utilise ce résultat. Donc on aura bien sûr oui. Donc, on utilise même équation de VCC. Voilà. Donc, on aura VCC qui est égal UC plus R1 et 1. Avec, bien sûr, d'après la question, comme on a déjà montré, avec UC égale à 0. D'où VCC égale à R1 I1, car UC égale à 0. Donc, il reste VCC égale à R1 I1. Cela implique que I1, le courant I1, égale à VCC sur R1. Voilà. Application numérique. I1 égale à VCC qui est égal à 15 volts et R1, d'après l'énoncé d'exercice, c'est égal à 10 kg. 10 kilo ohms. Donc c'est 10 fois 10 à la puissance 3. D'où I1 égale 1,5 milliampères. Voilà. Dans la réalité, le transistor T n'est pas parfait. Parce que dans un premier temps, on le considérait comme un interrupteur parfait. Mais en réalité, il n'est pas parfait. Alors, on donne l'évolution de la tension UC. Alors, on remarque bien que le signal UC, il ne s'agit pas d'un signal parfaitement logique, n'est pas logique. C'est-à-dire, ne donne pas, ou bien n'a pas de valeur, le 0 ou bien le 15 volts, comme on a déjà écrit. Mais on a d'autres valeurs aux bornes ou bien autour de ces deux valeurs. C'est entre le 0 et le 15 volts. Donc l'objectif, c'est de le rendre logique, c'est-à-dire d'avoir un signal logique qui n'a que deux valeurs, soit 0 volts ou bien le 15 volts. C'est pour cela qu'on utilise le montage trigger de Schmitt. C'est pour la mise en forme. Pour avoir un signal logique qui est égal à soit 0 volts ou bien le 15 volts. Donc, allons-y. Donc ça, c'est l'objectif. C'est de transformer ce signal en un signal logique. Qui n'a que deux valeurs, soit 0 ou bien 15 volts. Voilà. Voilà. Donc, on passe à l'étude de ce montage. Alors, préciser le mode de fonctionnement de l'amplificateur opérationnel. Quel est le mode de fonctionnement? Alors, le mode de fonctionnement de l'amplificateur, on n'a que deux modes. Le mode linéaire ou bien le mode non linéaire, qui s'appelle mode de saturation. Alors, on voit bien que dans le montage, on n'a pas une boucle de contre-réaction entre la sortie et l'entrée inverseuse. On n'a pas cette boucle de contre-réaction. Donc, il est bien, c'est le montage non linéaire. Voilà. Pardon? Voilà. Donc, on a absence d'une boucle de contre-réaction entre la sortie et l'entrée inverseuse. Voilà. Donc, l'amplificateur opérationnel fonctionne en régime non linéaire, ou bien c'est le régime de saturation. Et le nom de ce montage,
Donc, pour le fonctionnement non linéaire, on a deux montages. Soit le montage comparateur à un seuil, ou bien le comparateur à deux seuils. C'est celui-là, voilà, qui s'appelle le montage trigger de Schmitt. Voilà, on passe à la question suivante. Exprimer la tension UA, cette tension UA, en fonction de R2, RTH, ETH et bien évidemment la tension UA. Allons-y. Donc la question, c'est la question numéro 6. Donc on veut donner l'expression de la tension UA, l'expression littérale de cette tension UA. Bon, pour cela, on va appliquer le théorème de Millman au un point. Voilà, en appliquant le théorème de Millman en point A, ce point, en point A, on trouve, voilà, la tension UA égale, donc c'est ETH divisé par RTH plus U1 divisé par R2 sur l'inverse des résistances. 1 sur RTH plus 1 sur R2. Donc, l'expression de UA, c'est R2 ETH plus RTH U1, voilà, sur RTH plus R2. Voilà. On encadre toujours les résultats. Donc voilà l'expression de UA. Voilà. On passe maintenant à la question suivante. Calculer la valeur VH, c'est la tension seuil ρ, de la tension UA, si U1 égale à plus 15 volts. Et la question qui suit, c'est calculer la valeur VB, tension bas, de la tension UA, si U1 égale à 0. Voilà. Question 7. Calculons la tension seuil VH. Alors VH, elle correspond à la tension seuil high de la tension UA. Alors, si la tension U1, cette tension, est égale à 15 volts, si alors UA, la tension UA égale à la tension seuil VH égale, voilà, donc est égal à R2 fois ETH plus RTH fois U1 qui est égal, cette fois c'est 15 sur RTH plus R2. Application numérique, VH égale R2, à quoi est égal à R2? Donc d'après l'énoncé, R2 égale 10 kΩ. RTH égale à 5 et ETH égale à 7,5 volts. Donc ce n'est pas la peine de convertir les unités, c'est-à-dire les kiloohms en ohms, puisqu'ils seront simplifiés. On aura des simplifications, donc on va l'écrire en kiloohms. Donc R2 est égal à 10 kg fois ETH qui est égal à 7,5 plus RTH qui est égal à
RTH qui est égal à 5 kg. Donc on laisse toutes les résistances en kg fois 15 sur RTH qui est égal à 5 plus R2 qui est égal à 10. Donc après tout calcul fait, vous aurez VH égal à 10 volts. Voilà. Bon, maintenant on passe au calcul de la tension VB. C'est la tension C bas. Donc calculons VB. Voilà. Alors, de la même manière, donc si U1 égale à 0 volts, alors UA égale à VB égale à R2 ETH plus RTH fois, maintenant c'est 0 volts sur RTH plus R2. Voilà. Donc application numérique, VB égale, donc R2 c'est 10 fois ETH qui est égal à 7,5 plus bien sûr 0 divisé par 5 plus 10. Donc après tout calcul fait, vous aurez VB, la tension seuil bas, est égale à 5 volts. Donc voilà les deux tensions seuil de ce montage. Donc tension seuil haut c'est 10 volts et tension seuil bas c'est 5 volts. Voilà. Donc on passe maintenant à la question suivante, qu'il s'agit de tracer la caractéristique U1 en fonction de UC, et indiquer le sens de parcours du cycle. Voilà. On passe maintenant à la question suivante. Donc la question c'est la question numéro 9. Donc on veut traçant la tension U1 en fonction de la tension UC. Bon, UC c'est la tension au borne du transistor et U1 c'est la tension au borne de la sortie de l'amplificateur opérationnel. Voilà. Bon, avant de tracer, il faut tout d'abord faire l'analyse du fonctionnement de ce montage. Voilà. Alors, rappel, on va faire un rappel. Donc, rappel. Pour un montage comparateur, alors si V+, qui est supérieur à V+, c'est quoi V plus et V moins? V plus et V moins, ce sont les tensions d'entrée. Voilà, V plus et V moins, ce sont les tensions d'entrée. Ça, c'est la tension d'entrée non inverseuse et ça, c'est la tension d'entrée inverseuse. Donc, cela implique que si V plus supérieur à V moins, c'est-à-dire que la tension de sortie VS, généralement VS égale à plus VSAT. Voilà. Et si V plus inférieur à V moins, alors VS égale à moins VSAT.
Alors, dans notre cas, plus Vsat, bien sûr, est égal à 15 volts, plus 15 volts, moins Vsat, les tensions d'alimentation sont plus 15 et 0 volts, et Vs, c'est équivalent à, ou bien dans ce cas, est égal à la tension U1. Voilà. Donc, voilà. Donc, on utilise ces résultats, je se rappelle. Donc, on peut dire que tout d'abord, il faut définir V+, et V-. Donc, d'après le montage, V+, à quoi est égal V+? Donc, V+, c'est exactement ce UA. V+, c'est UA. Et V-, à quoi c'est quoi? V-, exactement, c'est la tension UC. Voilà. Voilà les tensions d'entrée. Donc, U1 est égal à plus 15 lorsque V+ supérieur à V-, c'est-à-dire V+, c'est quoi? C'est UA, c'est-à-dire UA qui est supérieur à V-. Pardon, V-, c'est quoi V-? C'est UC. Voilà. Dans notre cas, UA, lorsque U1 égale à 15 volts, à quoi est égal UA? C'est exactement VH, d'où U1 égale à 15 volts implique, ou bien lorsque UA qui est égal à VH supérieur à UC, ou bien, c'est-à-dire, c'est équivalent, on peut dire UC, VH supérieur à UC, ou bien UC inférieur à VH. Alors, de même, on peut dire que U1 égale à 0 volts lorsque VB inférieur à UC. C'est-à-dire, ça c'est équivalent à dire que UC, maintenant, lorsqu'il est supérieur à VB. Voilà. Donc, on encadre ces résultats. Donc, U1 égale à 15 volts. Cela implique que lorsque UC il est inférieur à VH. Et U1 égale à 0 volts lorsque UC supérieur à VB. Voilà. Donc, voilà. Donc maintenant, on va repérer les tensions sur VH ou VB. VB, à quoi est égal? C'est 5 volts. Voilà, c'est ici. Ça, c'est la tension VB. Et VH, à quoi est égal? Bien sûr, c'est 10 volts. Donc voilà la tension VH. Voilà. Alors, lorsque UC, voilà la tension UC. Lorsque UC elle est inférieure à VH, lorsqu'il est inférieur à VH, qu'est-ce qu'on aura? On aura U1 égale à 15 volts. Voilà. Donc,
15 volts. Alors, lorsque UC, la tension UC, voilà, inférieure à VH, donc U1 égale à 15 volts. Voilà. Et lorsque UC elle est supérieure à VB, qu'est-ce qu'on aura? On aura U1 égale à 0 volts. Voilà. UC, voilà UC. Supérieur à VB, on aura U1 égale à 0 volts. Voilà. Et voilà le cycle d'hystérésis. Le cycle d'hystérésis. Donc, lorsque U1 augmente, donc on aura le basculement lorsque U1 dépasse les deux seuils. Voilà. Et lorsque UC diminue, on aura le basculement de U1 lorsqu'il dépasse les deux seuils, c'est-à-dire lorsqu'il sera inférieur à VB. Voilà. Donc ça, c'est le cycle d'hystérésis. Voilà. Voilà le cycle d'hystérésis. D'après ce qu'on a fait au tableau, voilà VB, voilà VH. Donc, lorsque UC inférieur à VH, donc U1 égale à 15 volts. Voilà. Et lorsqu'il est descendant, alors le basculement sera au point où UC il est inférieur à VB. Voilà. Maintenant, on passe à la dernière question. C'est de tracer l'allure de la fonction U1 maintenant en fonction du temps. Tout en basant bien sûr de l'état de la tension d'entrée. C'est la tension UC. Alors, pour cela, il faut tout d'abord repérer ou bien tracer les tensions C. Voilà. Les tensions C, tension VB, qui est égale à 5 volts. Voilà, la tension VB. La tension VH, qui est égale à 10 volts. Voilà, la tension VH. Alors, la tension, lorsque la tension UC augmente, alors le basculement se fait, n'aura lieu que lorsque UC dépasse les deux seuils, seuil bas et seuil haut. Ça, c'est l'avantage du comparateur A2C, que le basculement se fait lorsque la tension d'entrée dépasse les deux seuils. Donc, on repère ce premier point. Voilà, le premier point de basculement. Et lorsque UC diminue, donc le basculement aura lieu lorsqu'il dépasse les deux seuils. Voilà, deuxième point. Et ainsi de suite. Donc, lorsque UC augmente, voilà le point de basculement. Et lorsque UC, la tension d'entrée, diminue, voilà le point de basculement. Donc, on a repéré les points de basculement. Maintenant, le tracé sera très simple. Donc, comme on a déjà tracé pour UC, voilà, UC inférieur à VH, UC inférieur à VH, donc dans cet intervalle, à quoi est égal E1? C'est 15 volts. Voilà, c'est 15 volts, comme on a déjà montré. Donc, maintenant, après ce point de basculement, on aura basculement, c'est-à-dire U1 passe de 15 volts à 0 volts. Et dans le deuxième point, on aura maintenant le basculement, et ainsi de suite. Donc, il suffit tout simplement, de déterminer la tension initiale. Puis, vous allez faire le basculement, tout en repérant, bien sûr, les points de basculement. Voilà, maintenant, le tracé devient, bien sûr, très simple, et ainsi de suite. Voilà, comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance. Merci pour votre attention. Et on se voit, Inch'Allah, dans une autre séance de soutien. Et au revoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.